Voilà, alors je nous suggère de reprendre. Si nos collègues qui nous entendent à l'extérieur nous rejoignent, nous en serons heureux. Et bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Voilà. Mes chers collègues, est-ce que je peux vous inviter à gagner vos places, s'il vous plaît? Voilà, chers collègues, je nous invite à poursuivre nos travaux dans le cadre du panel numéro 1. Je suis rejoint par mon collègue Ypsilantis qui nous rejoint pour démarrer la suite des travaux. Et nous allons à présent poursuivre avec M. Dimitrios Keridis, ministre de l'Immigration et de l'Asile de la République hellénique. Nous savons tous que géographiquement la Grèce est particulièrement exposée aux flux migratoires et par conséquent aux tensions que ceux-ci peuvent générer. En cela, nous avons avec nous un témoin particulièrement attentif à l'évolution de la situation. Monsieur le ministre Keridis, je vous en prie pour votre exposé intitulé « Ukraine, guerre et migration en Europe aujourd'hui ». Merci chaleureusement d'avoir répondu, monsieur le ministre, à notre invitation. Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et bienvenue à tous pour être ici à Athènes au Parlement grec. Alors, mesdames et messieurs, la francophonie est bien plus qu'une simple organisation. Elle est un héritage culturel, linguistique et politique qui enrichit notre patrimoine mondial tout en apportant des contributions significatives à l'évolution du monde contemporain. La francophonie regroupant 88 États transcende les frontières géographiques pour promouvoir la langue française et les valeurs qui lui sont associées. Elle est un formidable témoignage de la richesse culturelle de notre monde, rassemblant des pays répartis sur les 5 continents, créant ainsi un espace de diversité culturelle et linguistique inestimable. Cette diversité est, à n'en douter, une force, un véritable atout pour la compréhension mutuelle entre le peuple. La francophonie porte en elle des valeurs essentielles telles que la démocratie, les droits de l'homme, la diversité culturelle, la solidarité et l'éducation pour tous. Ces valeurs sont d'une importance cruciale dans le monde actuel. En effet, dans un contexte géopolitique marqué par la multiplication de conflits, par le flux migratoire, les enjeux climatiques et les inégalités croissantes, la francophonie joue un rôle vital en promouvant la paix, le dialogue et la coopération internationale. Elle incarne une vision commune de l'avenir basé sur la tolérance, la diversité et le respect mutuel. En adhérant à la francophonie, les nations du monde contribuent largement à la création d'un environnement international plus stable et solidaire. Alors, μετά από αυτό το σύντομο βασανιστήριο. Après donc cette introduction en français qui a dû faire rire ma femme, qui est très francophone, et bien sûr mes enfants qui progressivement apprennent le français, je pense que maintenant nous pouvons entrer dans le vif du
sujet et je rebondis sur le problème ukrainien qui pose le problème de la guerre et de l'immigration, c'est-à-dire de la protection internationale des réfugiés qui quittent leur pays en raison de la guerre. Je vais essayer d'être le plus bref possible et de vous donner les grandes lignes du fond de la question telle que je l'aperçois. Comme vous le savez très bien, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la fameuse Convention pour la protection des réfugiés a été conclue à Genève et elle constitue jusqu'à aujourd'hui la pierre angulaire de la protection des réfugiés au niveau international à laquelle participent tous les États, la plupart des États du monde. La Convention, la dite Convention, était à cette époque et après tout ce qui s'est produit, les événements tragiques d'Europe, elle a été généreuse quant à la protection des réfugiés. À partir du moment où la Convention de Genève a été appliquée, c'était l'ironie de l'histoire, c'était en 1956, lors de la Révolution hongroise. Plus de 200 000 Hongrois se sont réfugiés en Autriche, en Occident aussi, pour se protéger contre l'invasion soviétique et le reste des forces, des puissances du traité de Varsovie. La Hongrie qui, aujourd'hui, a peut-être en partie oublié ce qui s'est produit à l'époque et qui se trouve face à cette convention, face à ce traité. Et c'était à partir de ce moment-là que le Haut Commissariat a fonctionné. Dès lors, en Europe, avec deux exceptions près, jusqu'au problème ukrainien, nous n'avons pas eu de guerre et nous n'avions pas de nécessité directe d'appliquer cette convention. L'exception, bien sûr, c'est l'invasion turque à Chypre en 1974. Et les 200 000 Chypriotes qui ont été dans la zone libre au sud et la grande tragédie de la dissolution de la Yougoslavie avec les guerres successives de l'été 51 jusqu'au Kosovo à la fin de la décennie. À l'époque, en 2001, suite aux guerres en Yougoslavie, de la succession yougoslave, comme on pourrait les appeler, il y a eu une directive européenne qui a introduit la protection temporaire qui a été activée 20 ans plus tard, en mars 2022, suite à la guerre en Ukraine. En Ukraine, nous avons eu une guerre du passé vers l'avenir, avec des milliers de personnes décédées, des personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur, et donc des personnes qui sont devenues des réfugiés. Plus de 5 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés dans les pays d'à côté, notamment en Pologne et en Allemagne, mais les chiffres sont très très élevés de manière globale. En mars 2022, sur incitation de la Commission, le Parlement européen a adopté la protection temporaire pour tous les citoyens ukrainiens sans exception, la Grèce également, qui donne des droits de réfugiés, c'est-à-dire séjour, travail, des soins médicaux gratuits, accès à l'éducation à tous les Ukrainiens. Et en Grèce, nous avons eu plus de 25 000 Ukrainiens donc que le pays a géré comme il se doit, donc le ministère de l'Asile et de la Migration. Ce programme a été donc va jusqu'en mars 2024 et nous examinons la possibilité d'avoir d'autres textes pour conférer des droits plus permanents à ces citoyens ukrainiens dans la mesure où ils voudront rester sur le territoire grec. En d'autres termes, l'Europe a réagi de manière rapide et efficace en honorant le traité de 1951
51 sur le non-refoulement dont traite le traité, donc concernant le non-refoulement de ces personnes dans les zones de conflit. Avant la guerre en Ukraine, mais qui plus est après, la question de savoir ce que fait l'Europe concernant les réfugiés qui viennent d'endroits plus éloignés, la question s'est posée. Donc, c'est une discussion qui est empoisonnée très souvent par des propos racistes ou antiracistes, à savoir l'Europe est accusée d'avoir ce traitement privilégié vis-à-vis des Ukrainiens et non pas vis-à-vis d'autres nationalités. Il faut dire que les réfugiés reviennent de conflits, de guerres. Les guerres sont pour nous, les spécialistes du droit international, ce sont des guerres civiles dans une large mesure. Et ces guerres n'ont pas lieu souvent en Europe, mais dans la région périphérique. Donc, je dirais que l'Ukraine est une exception. Alors que traditionnellement, l'Europe avait les guerres les plus sanglantes. Après 1945, l'Europe a réussi, dans une large mesure, à être une zone de paix et de prospérité. Contrairement, les guerres ont fait déplacer des populations. L'écrasante majorité des réfugiés aujourd'hui proviennent de pays de la périphérie et dans leur écrasante majorité, ils restent dans la périphérie. L'Iran a 5 millions d'Afghans, le Pakistan le même chiffre. On n'en discute pas souvent en Europe, mais on discutera des 1,5 million d'Afghans qui viendront en Europe. L'Égypte a 9 millions de réfugiés au sud de la zone du Sahel, Darfour, etc. Cela n'a pas fait l'objet d'articles des médias ou d'un débat public. Dans la mesure où les réfugiés proviennent de pays tiers éloignés et qu'ils sont loin, ce n'était pas une question faisant l'objet de débats publics au sein de l'Europe. Mais tout ça, bien sûr, a changé avec la Syrie, avec ce qui s'est produit en 2015-2016, avec mon pays aussi, qui a subi une grosse crise migratoire à l'époque. Et depuis cette date, depuis 8 ans donc, le débat est articulé autour de la question de savoir si ceux qui viennent en Europe sont des réfugiés ou pas, dans le sens où ils proviennent de zones intermédiaires sûres comme la Turquie. Il y a certains pays en Europe, par excellence la Hongrie, qui ne considèrent pas ces citoyens de la Syrie et d'autres pays en tant que tels comme réfugiés parce qu'ils ne proviennent pas directement de guerre, mais ils ont passé par des pays tiers sûrs où ils auraient dû rester et soumettre dans ces pays-là une demande d'asile. La plupart des pays européens, la Grèce y compris, ont adopté une position intermédiaire, à savoir que dans la mesure où les pays de transit comme la Turquie ne les acceptent pas, nous sommes, obligés dans un second degré de leur fournir la protection prévue par la Convention internationale, la Convention de Genève. Et c'est ce que nous faisons en Grèce. Le pourcentage de reconnaissance de réfugiés pour une demande d'asile atteint 98-99% et il en va de même pour Chypre, M. Evstafiou. Ce chiffre est très élevé et il y a par la suite également un accès au marché du travail, etc. Vous savez, je connais bien le cas chypriote que nous suivons, comme le reste des pays, pour pouvoir bien sûr comparer les meilleures pratiques. Toutefois, cela demeure une question pour ce qui est des pays tiers sûrs, avec cette liste de pays sûrs, et que faisons-nous de ces pays tiers? La question est revenue sur le devant de la scène avec ce qui se passe maintenant en Palestine et à Gaza. Et cela
il y a une certaine confusion avec le problème palestinien. Je dirais que ce serait une erreur si quelqu'un en Israël pense qu'ils vont résoudre le problème palestinien par le déplacement des Palestiniens et qui plus est en Europe. Ce serait un retour en arrière, un paradoxe énorme, c'est-à-dire que l'Europe fasse cela et que l'Europe... c'est une question donc qui est en dehors de cette discussion. En tout cas, une chose est sûre, le problème palestinien ne peut pas être solutionné par le déplacement des Palestiniens. Et le Liban a beaucoup de réfugiés. La Jordanie aussi, plus de la moitié de sa population, ce sont des Palestiniens qui viennent de la partie ouest du Jourdain. Donc cela ne sera pas accepté par les pays arabes et l'Europe également ne reconnaît pas cela dans la mesure où nous n'avons pas affaire à un non-refoulement parce que le non-refoulement présuppose un voisinage, une proximité. Donc, il faudra clarifier cette question auprès de nos amis du gouvernement d'Israël pour ne pas recycler cela de manière extrémiste, que cela ne soit pas recyclé donc par certaines parties. Je clôturerai par cela le système de la protection internationale. Ce qui a été convenu il y a 70 ans à Genève dans des traités historiques qui traitent aussi des remords suite à la Seconde Guerre mondiale, cela doit être sauvegardé. Cela est mis à mal aujourd'hui, notamment par les partis plus à droite de la sphère politique. Et ici, il faut être franc. Ceux qui croyons en cela et ceux qui croient que l'Europe est l'Europe parce que c'est cette région du monde qui protège les droits de l'homme de la plupart, c'est l'état de droit. Et pour que l'Europe fasse partie de l'identité européenne, ce sont ces principes européens qui font que l'Europe est l'Europe. Nous, les forces européennes qui croyons en l'européanicité de l'Europe, nous devons être tout aussi réalistes, loin de des naïvetés pour reconnaître ce problème. Il faut qu'il y ait des retours de ceux qui ne peuvent pas les avoir, ceux dont les demandes sont rejetées. Celui qui vient en Europe, que ce soit de manière légale ou illégale, qu'il soit réfugié ou dont la demande d'asile ait été rejetée, qu'il reste en Europe. Il faut qu'il y ait une distinction. L'État grec ou tout État européen ne peut pas passer 2-3 années à examiner des demandes de protection internationale par le biais d'interviews, de recherches sur Internet, les bases de données d'Europol, d'Interpol, etc. Une procédure très, très détaillée et très longue et qu'à la fin, soit rejetée, soit acceptée la demande. Et dans cet exemple de Chypre et de mon ami M. Kostadinos Ioannou, mon homologue, je dirais que c'est réussi, il a réussi à augmenter les retours et il est évident que nous avons besoin d'un mécanisme unique européen car seule l'Europe peut obliger les États d'origine à reprendre ses citoyens avec la carotte et le bâton, comme cela a été le cas récemment avec l'Irak. Ici, je pense que nous sommes par excellence les puissances de la modération, les forces de la modération, de la rationalité face aux extrémistes d'une partie et des naïfs de l'autre partie, les extrémistes naïfs de l'autre partie, et je suis très généreux.
dans mes propos pour sauvegarder le système de protection internationale, car autrement, nous allons être remplacés. Si nous ne sauvegardons pas cela, nous allons être remplacés par d'autres forces politiques qui sont opposées à tout cela. Et nous le voyons déjà, d'ores et déjà, lors des élections que nous voyons en Europe. Et nous avons devant vous les élections aux Pays-Bas. Heureusement, la Pologne montre la voie à suivre. Nous pouvons résoudre le problème au niveau européen. Nous pouvons faire face à la question de l'immigration illégale de façon légale et selon nos principes, en faisant la distinction entre les vrais réfugiés d'un côté et les réfugiés économiques de l'autre, que nous accueillerons sur la base de nos besoins. Je parle des deuxièmes, donc des économiques. Selon nos besoins, nos priorités, selon nos choix en tant que société européenne et non pas sur la base des préférences des trafiquants ou des réfugiés économiques eux-mêmes. Je pense que c'est une voie équilibrée, médiane, cruciale pour que l'on puisse avancer par rapport aux problèmes d'aujourd'hui et par rapport à la toxicité d'aujourd'hui et cette discussion qui n'avance pas et qui concerne le problème migratoire et des réfugiés. J'aimerais vous remercier de nouveau d'avoir fait ce trajet, d'être venu de votre pays. C'est un grand honneur pour le Parlement hellénique et en tant que membre de ce Parlement, je connais certains d'entre vous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans notre maison à Athènes, le pays, la patrie, le berceau de la démocratie, avec une très longue histoire parlementaire. Monsieur Alevisatos vous en dira plus. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, la Grèce, et je fermerai là-dessus. J'ai pas terminé. Je sais, vous êtes pressé. La Grèce, à la fin du 18e, début 19e, a été perçue comme la France de l'Orient. Si la France contemporaine se considérait comme la Grèce de l'Occident, alors les relations spirituelles entre la France et la Grèce sont très étroites et ce n'est pas un hasard que les révolutions ont suivi et les Lumières françaises, ont été diffusées. Il y a eu ces idéaux de la démocratie, la représentation du peuple par le peuple. Et ici, le premier pays depuis l'Orient ottoman, ce pays a conquis cela et pendant ces 200 ans, il y a eu des changements, des retours en arrière, des reculs, des manquements, certes, mais il a été au premier plan de ses idées, de ses idéaux. Et aujourd'hui encore, il demeure ainsi dans un voisinage très difficile parce que récemment, nous avons fêté le bicentenaire de la Révolution grecque. Il faut nous rappeler de cette institution très substantielle entre la France, entre l'esprit français de liberté et de la Grèce plus contemporaine, outre les années classiques et de l'héritage classique. Merci beaucoup, portez-vous bien. Merci, Monsieur le ministre Keridis, pour votre intervention d'un acteur concerné. Pardon pour les petits applaudissements un peu précoces qui étaient sans doute le fruit d'un décalage avec la traduction et vos propos en direct. Et donc, mes excuses d'avoir lancé un mouvement un peu trop précoce. Et donc, non, nous ne sommes pas pressés. Oui, nous sommes heureux de pouvoir vous entendre. Et je vous remercie une fois encore d'avoir accepté d'intervenir à l'occasion de notre régional. Il est évident que nous pourrons procéder par la suite à un tour de table où les sections, et particulièrement celles qui se sont manifestées préalablement, pourront intervenir. Mais avant cela, je vous propose d'entendre M. Ruslan Stefanchuk, le président de la Verkhovna Rada, le Parlement national ukrainien, qui s'exprimera via
la technologie. Monsieur le Président, Stefanchuk est juriste, il est aussi l'une des personnes les plus proches du président Zelensky. Nul doute que son intervention est appropriée dans le contexte que nous connaissons. Ça n'est pas une première, puisque le président Stefanchuk a déjà eu l'occasion de s'exprimer. Ceux qui étaient présents à Monaco s'en souviendront. Et cela s'était fait à l'époque au 2e mois du lancement des hostilités de la Russie contre l'Ukraine. Je pense donc que nous avons été très tôt aux côtés de nos amis ukrainiens. Et d'ailleurs, les parlementaires qui sont présents avec nous ne sont pas des inconnus pour nous, puisque nous avons déjà eu le plaisir de les recevoir à Monaco aussi. Et je les salue aujourd'hui chaleureusement. Et je remercie également un de nos experts, M. Zenon Kowal, qui est ukrainien d'origine et qui donc maîtrise la langue, et il a accepté de nous aider à mieux comprendre le message. Je l'en remercie. Voilà, je propose qu'on puisse accueillir le président Stefanchuk. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée, chers collègues parlementaires, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président Louberto pour l'invitation à m'adresser à la 35e session de l'Assemblée régionale de l'Europe dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. En juillet, la Verkhovna Rada d'Ukraine a obtenu le statut d'observateur à l'APF. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, pour la première fois, des membres du Parlement ukrainien participent de plein droit à cette 35e session qui est organisée dans la ville accueillante d'Athènes. Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma gratitude pour cette décision d'accueillir des parlementaires ukrainiens au sein de la famille de la francophonie et pour reconnaître le rôle particulier du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de ce processus. Aujourd'hui, l'Assemblée va débattre d'un sujet qui reste central pour l'Europe, la guerre en son centre et ses conséquences dévastatrices pour tout notre continent et, en fin de compte, pour l'ordre mondial dans son ensemble. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine dure depuis près de 10 ans. Sa phase la plus grave, qui a débuté le 24 février 22 par une invasion à grande échelle, dure déjà plus de 20 mois et est devenue le plus grand choc pour le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Russie mène une guerre brutale et impitoyable, détruisant des villes entières et tuant des civils par milliers. Le droit international, les droits et les coutumes de la guerre sont un son vide pour le régime russe. Les mécanismes internationaux de résolution des conflits se sont révélés impuissants et leur efficacité est nulle. Chers collègues, une crise à grande échelle de l'ordre mondial se déroule sous nos yeux. De nouveaux conflits commencent à éclater dans le monde. L'agression russe est devenue une bouffée d'air frais pour les régimes dictatoriaux et les groupes terroristes. Ils se sentent impunis. La guerre et la violence ne sont plus tabous dans les relations internationales modernes. Vaincre le régime du Kremlin et priver la Russie de ses moyens d'agression est le seul moyen d'arrêter la guerre et d'empêcher sa propagation. Les solutions partielles ne feront que retarder l'escalade pour une courte période. Et chaque étape ultérieure de la guerre de la Russie contre le monde démocratique ne sera que plus étendue et les conséquences plus catastrophiques. Chers collègues, aujourd'hui j'ai 2 messages importants à adresser à l'Assemblée. Mon premier message est de rester unis. Nous nous souvenons tous de cet élan d'unité et de solidarité sans précédent au cours des premiers mois de l'invasion. À l'époque, tout le monde a fait tout ce qui était possible et même plus pour aider l'Ukraine à survivre, pour abriter les Ukrainiens qui fuyaient la guerre. De même, l'unité des Ukrainiens nous a permis de résister et même de repousser l'ennemi de certains territoires occupés. C'est une arme puissante contre laquelle la Russie n'a aucune défense. Je vous demande donc de maintenir cette unité, cet engagement envers les idéaux et les principes démocratiques
qui animent le monde de la francophonie. Je vous demande de répondre en temps utile aux défis qui menacent les fondements de la démocratie et d'empêcher l'érosion des normes démocratiques que nous constatons malheureusement parfois dans nos propres pays. Mon deuxième message pour vous est celui de la résilience. La guerre dure longtemps, la guerre est fatigante. Elle vous pousse inconsciemment à chercher des solutions simples, mais malheureusement, il n'y en a pas. Oui, la guerre est en train de se transformer en une guerre de position. La Russie mène une guerre d'usure, car cela lui donne l'occasion de restaurer, de renforcer sa puissance militaire. Historiquement, sortir de ce type de guerre est extrêmement difficile, mais des solutions existent. Malgré des pertes importantes, la Russie reste un pays puissant qui dispose de ressources importantes, d'un énorme potentiel de mobilisation et d'une supériorité en matière d'armement. Nous ne pourrons contrer efficacement la Russie et faire entrer cette guerre dans une phase plus mobile et moins ardue que grâce à des avantages technologiques. Nous devons acquérir la supériorité aérienne, surmonter les champs successifs de mines, améliorer la guerre de contre-batterie et former de nouvelles réserves de combat. Ce sont des tâches que nous ne pourrons accomplir qu'avec votre aide. Je compte sur le soutien de l'Assemblée, sur votre soutien politique, chers délégués. Les parlements doivent donner au gouvernement la confiance politique et envoyer un message clair sur la nécessité de se mobiliser et de renforcer la résilience. Chers amis, l'OIF est une communauté de pays et de personnes qui parlent la même langue. C'est une organisation unie par des principes et des valeurs communes. Je vous souhaite une discussion fructueuse et responsable. Et je suis convaincu qu'en réponse aux défis et aux menaces de notre temps, nous parlerons aussi la même langue, le langage de l'unité et de la résilience. Merci pour votre attention et gloire à l'Ukraine. Voilà, après l'intervention du président de la Rada, M. Stefanchuk, un salut de nouveau à nos collègues ukrainiennes et à tous ceux qui auront été facilitateurs dans le fait d'avoir à nos côtés des collègues d'Ukraine pour notre régional, ce qui était évidemment essentiel de notre point de vue. J'aurai un remerciement particulier à Zenon Kowal qui a assuré la traduction, mais dont ça n'est pas la mission, puisque Zenon est présent en qualité d'expert et qu'il est un diplomate de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la retraite aujourd'hui, mais toujours très actif, comme vous le constatez, et je veux le remercier parce que je sais à quel point il aura mouillé le maillot pour nouer des contacts fructueux avec le partenaire ukrainien. J'en viens, chers collègues, maintenant à Madame Tetiana Ogarkova. Vous êtes, Madame Ogarkova, professeure de littérature française à l'Université nationale Académie Mohyla de Kiev. Vous êtes également responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Journaliste, vous présentez aussi des podcasts ayant pour sujet l'Ukraine face à la guerre. Votre exposé aujourd'hui se focalisera sur les victimes civiles et plus précisément les femmes et les enfants face à la guerre. Madame Ogarkova, je vous cède bien volontiers la parole en vous remerciant vous aussi d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup à l'Assemblée parlementaire de la francophonie de m'accueillir aujourd'hui ici, ayant pour sujet le destin de femmes et enfants ukrainiens face à la guerre. Dans cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine depuis, comme c'était dit par M. Stefanchuk, depuis 10 ans, mais d'une manière plus cruelle depuis le 24 février 2022, je devrais vous parler tout d'abord des chiffres. Des nombres d'enfants tués, torturés, kidnappés, déplacés, de nombre de femmes violées, veuves, amputées et amputées de leur avenir. Je devrais mentionner le nombre de civils privés de l'eau, du gaz, de l'électricité, du chauffage, mais aussi
de l'éducation, de l'enseignement, des soins médicaux, des activités extrascolaires pour les enfants, bref, de tout ce qui constitue une vie normale, telle que nous la connaissons. En tant que journaliste, je maîtrise bien sûr certains de ces chiffres, mais je suis aussi citoyenne, je suis mère des 3 enfants moi-même qui sont en Ukraine, et je suis volontaire et membre d'Open Ukraine, cette organisation qui réunit les écrivains, les journalistes, mais aussi les activistes des droits de l'homme. Et c'est dans cette capacité-là que je me déplace d'une manière très régulière dans les zones déoccupées et dans les zones exposées aux dangers de combat. Je veux donc d'abord évoquer quelques noms, quelques histoires dont j'ai une expérience personnelle. Un garçon, il s'appelait Serhiko. Il était né à Vilniansk, une ville de 15 000 habitants à 30 km de route de Zaporizhzhia, sud de l'Ukraine. Il était 4e enfant dans la famille. Le 23 novembre 2022, durant la nuit, au moment où il dormait paisiblement dans son lit, dans la maternité, il a été tué. Il avait 2 jours seulement. Ces 3 kilos de cette nouvelle vie ont été anéantis par un missile du type C-300 qui pèse 1,5 tonne. Et nous sommes rendus à Vilniansk, dans cette maternité, de ce qui restait de cette maternité. Vous comprenez, des ruines. Nous avons aussi parlé à des locaux. C'était une frappe russe ciblée contre un hôpital qui ne présentait aucun signe de la présence militaire. Une fille, elle s'appelait Rita. Elle avait 8 ans. Elle habitait dans le village Bezruki, région de Kharkiv, nord-est de l'Ukraine. Le 22 juin 2022, ce beau jour d'été relativement calme, elle lisait son livre dans la cour de sa maison. Elle a été tuée par une bombe à fragmentation. Cette bombe avait aussi tué sa tante. On est allé dans ce village avec des amis et nous avons rencontré sa grand-mère. Elle nous a montré l'endroit exact où sa grande-fille était assise avec son livre le 22 juin 2022. J'ai essuyé le sang de mes enfants ici, nous a-t-elle dit. Vous savez, c'est très douloureux que d'entrer dans la chambre d'enfants et voir des livres, des jouets, des photos d'anniversaire et les dessins et savoir que cet enfant n'y est plus et n'y sera jamais. Elles étaient jumelles de 14 ans. Elles s'appelaient Anna et Yula. Elles étaient de Kramatorsk, région de Donetsk, est de l'Ukraine. Leur mère, médecin chirurgienne, travaillait dans un hôpital local. Le 27 juin 2023, les 2 filles sont sorties manger du pizza dans le restaurant local, Ria Pizza. Ils ont été tués par un missile russe du type Iskander dans un restaurant avec plusieurs autres civils qui ont été tués ce jour-ci. Nous connaissons très bien ce restaurant, puisque nous y avons souvent mangé lors de nos passages à Kramatorsk, lors de nos voyages volontaires et de documentation. Et vous savez, leur mère, la mère de ces 2 filles, elle était désespérée. Elle voulait les enterrer dans les robes blanches de mariée. Mais elle ne pouvait pas trouver des robes blanches à Kramatorsk. Personne ne se marie à 30 km de la ligne du front. Et notre amie, très proche à nous, qui s'appelle Victoria Amelina, une écrivaine, vous savez, elle était aussi dans ce restaurant ce jour tragique. Sévèrement blessée à la tête, tout de suite dans le coma, elle était transférée à l'hôpital dans la ville qui s'appelle Dnipro, au centre de l'Ukraine. Une poignée d'amis, nous sommes allés voir Victoria dans cet hôpital. Nous avons passé des heures et des heures à côté de son lit en demandant l'impossible. Victoria avait succombé à ses blessures le 1er juillet 2023. J'ignore donc si la mère d'Anna et Yula, ces 2 jumelles, avaient pu retrouver des robes blanches pour ses filles, puisque nous étions trop occupés à chercher une robe pour Victoria, pour l'habiller et pour l'amener à Kiev, et puis à Lviv pour l'enterrement. Vous savez, Victoria, elle préférait toujours des robes noires. Elle avait 37 ans, elle devait aller à Paris avec son fils adolescent, avec la bourse de Columbia University, pour terminer son livre sur la guerre où il parlait des femmes. Ce livre qu'elle écrivait directement en anglais s'intitule «
Looking at Women, Looking at War. Et vous savez, nous ferons tout le possible pour que ce livre soit publié même après sa mort. Derrière ces visages, c'est Rico, Rita, Anna, Yula, et il y a plus de 500 enfants tués depuis le 24 février 2022. 1200 sont blessés. Et ce sont uniquement des chiffres qui relèvent de territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien. On ignore le nombre des enfants tués et blessés dans les territoires occupés. À Mariupol seul, cette ville assiégée et martyrisée au printemps 2022, dont on ne parle plus dans les médias, 130 000 corps ont été signalés dans les morgues locaux. Les enfants ukrainiens ne sont pas uniquement tués et blessés pendant cette guerre. Ils sont aussi kidnappés et déportés. La Russie occupe les territoires ukrainiens où, avant leur invasion, il y avait 1 million de mineurs. Les médias russes mentionnent ouvertement le chiffre de 744 000 enfants ukrainiens déplacés vers la Russie ou dans d'autres territoires occupés, tels par exemple la Crimée. Le chiffre est monstrueux. Et c'est une pratique génocidaire qui avait déjà amené la Cour pénale internationale à émettre les mandats d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et le commissaire aux droits de l'enfant en Russie, Maria Lvova-Belova. L'Ukraine avait déjà vérifié 19,5 000 de cas de dossiers de ces enfants déportés. Et seulement 386 enfants ont pu refaire leur chemin vers l'Ukraine. Grâce, bien sûr, à l'État ukrainien, grâce à leurs familles et grâce à l'aide précieuse de plusieurs associations. Après le retour à l'Ukraine, ces enfants témoignent. Ils témoignent de la séparation forcée de leurs parents, de l'intimidation, de l'éducation patriotique russe, de la militarisation et parfois, ils témoignent des tortures. Il y a aussi la migration à l'étranger qui était déjà aujourd'hui évoquée dans cette salle. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine, il y a des millions, entre 5 et 8 millions d'Ukrainiens qui sont partis à l'étranger, ce qui représente, le chiffre est important, 20% de la population ukrainienne d'avant l'invasion russe. Vous savez qu'en vigueur de la loi martiale, les hommes ne peuvent pas voyager. Donc ce sont les femmes et des enfants qui sont dans ces 8 millions. Certains enfants, pendant la première année de guerre, s'inscrivaient encore dans les écoles ukrainiennes. Ils suivaient des cours en ukrainien, tout en faisant des cours aussi dans les écoles de leur pays d'accueil. Mais durant la deuxième année de guerre, ils le font de moins en moins. Chaque année de plus de cette guerre leur fait oublier leur langue, leur pays, et éloigne la possibilité de retour. Ces femmes avec enfants, je les rencontre souvent, moi, dans les trains en Pologne. Durant la première année de guerre, elles voyageaient toutes avec les grandes valises. C'était l'époque du grand départ, mais aussi parfois des grands retours quand les gens retournaient. Aujourd'hui, elles voyagent avec les bagages à main et se sont installées dans les pays européens. Elles ne viennent qu'en Ukraine qu'avec une courte visite familiale. J'en ai rencontré 2 femmes de ce type lors de mon voyage ici à Athènes depuis Kiev, avant-hier. Et l'une d'entre ces dames a dit une phrase qui m'a sonné particulièrement lucide et juste. Elle a dit, vous savez, durant toute l'année précédente, nous vivions grâce à l'espoir. Aujourd'hui, nous vivons tout court. Entre les enfants volés par la Russie et les enfants qui sont poussés à partir à l'étranger par cette agression russe, l'Ukraine perd son avenir. Sans enfants, inutile de le rappeler, il n'y a pas d'avenir. On nous a dit que Rita, cette fille de 8 ans que j'avais évoquée, était une élève exemplaire. Il y en a en Ukraine des élèves exemplaires et de moins exemplaires aussi. Avant l'invasion russe, il y avait 4 millions d'élèves dans notre pays, repartis dans les 13 000 écoles. Aujourd'hui, plus de 3 000 écoles sont endommagées par des bombardements systématiques russes. Et plus de 300 écoles sont complètement détruites. Un tiers des écoles qui fonctionnent encore ne peuvent pas accueillir les élèves en présentiel. Pourquoi? Puisqu'il y a des dangers
sécuritaire, parce que les missiles russes du type C-300 arrivent plus vite que l'alerte aérienne sonne. Et ça concerne plusieurs régions. Région de Kharkiv, région de Zaporizhia, région de Donetsk et autres. Ainsi, le droit à l'éducation est cruellement violé par la guerre. Nos enfants se retrouvent directement, chair et os, à l'intérieur d'une leçon de l'histoire qu'ils sont en train d'apprendre tout en survivant à l'horreur de la guerre. Et vous savez, cette leçon, elle est amère. Cette leçon porte sur le fait que l'histoire n'est pas linéaire et qu'on peut voir au XXIe siècle une guerre aussi cruelle, une famine et un génocide. Cette leçon porte aussi sur l'incapacité du monde démocratique, en tout cas pour l'instant, d'arrêter et de punir l'agresseur qui viole le droit international, qui menace l'arme nucléaire, qui prolifère des mensonges et qui continue à tuer tous les jours. Il ne s'agit pas d'un pays qui serait une puissance globale. Il s'agit d'un pays avec un PIB comparable à celui d'un pays européen d'une taille moyenne. Et ce n'est pas seulement par des ressources inépuisables qu'elle est capable de continuer son agression. C'est aussi grâce à la complaisance des uns et l'indifférence des autres qu'elle tient encore debout. Mais revenons au sujet des écoles. Sans école, vous savez, les familles partent. Elles abandonnent leur ville et leur village et les régions entières se vident. Et c'est exactement ce que recherche la Russie dans son agression contre les pays voisins. C'est le dépeuplement des territoires. Et il va y arriver si on n'agit pas. Beaucoup de femmes ukrainiennes le comprennent. Et c'est pourquoi elles s'engagent dans l'armée. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 femmes ukrainiennes qui sont dans l'armée. Irina Tsvila, notre amie, notre voisine de Brovary, vétéran de la guerre, de la première phase de cette guerre des années 2014-2015, qui était démobilisée, mais qui se remobilisait le 24 février 2022. Elle devait s'occuper de son jardin, des serres roses qu'elle adorait, qu'elle cultivait dans son jardin, mais elle est tombée au combat 2 jours plus tard, en défendant Kiev, notre capitale. Yelena Tchernoguz, mon étudiante en lettres à l'Académie Mohyla à Kiev, une poète âgée de 27 ans, mère d'une fille. Elle est dans l'armée depuis 2018. Aujourd'hui, elle manie les drones et organise l'évacuation des soldats blessés à Kherson. Cette ville qui était occupée, qui était libérée, qui a souffert après les bombardements russes et aussi qui était inondée après que les troupes russes ont fait sauter le barrage de Kakhovka. Nous avons revu Yarina il y a une semaine seulement lors de notre voyage à Kherson. Si elle se bat aujourd'hui au lieu d'écrire des livres de poésie et participer à des festivals littéraires, c'est parce qu'elle a sa fille et elle pense à son avenir. Et enfin, Lesia Litvinova, réalisatrice de films documentaires, 47 ans, mère de 5 enfants, qui s'est d'abord engagée comme bénévole pour aider les populations déplacées encore en 2014, mais qui se présentait civile le 24 février et qui s'est engagée dans l'armée. Comme plusieurs autres femmes de l'Ukraine, elle comprend la responsabilité historique de notre génération pour assurer la vie de nos enfants. C'est pour protéger les femmes et les enfants que l'Ukraine demande à ses partenaires les systèmes de la défense antiaérienne et les armements pour libérer les territoires, pour que la vie puisse revenir dans ces régions dévastées. Je n'en ai vu de mes propres yeux des régions libérées. Ce sont des images apocalyptiques. Il ne reste plus rien de vivant. Du point de vue de l'Ukraine, ce n'est pas une guerre pour des territoires. C'est une guerre pour des principes, mais c'est surtout une guerre pour la vie. C'est une guerre légitime, c'est une guerre de défense, c'est une guerre de libération, c'est une guerre où, si on arrête de se battre, il n'y aura plus d'Ukraine, il n'y aura plus de nous. Autrement, si on ne se bat pas, la population civile qui est déjà dans les territoires occupés, elle restera à jamais l'otage de l'occupant. Et toutes les régions frontalières à côté de la ligne de front seront dépeuplées. L'Ukraine, ce grand pays au cœur de l'Europe, pourrait devenir un désert humain. Il est donc urgent d'armer l'Ukraine
mais il est aussi urgent de reconstruire et de construire. À l'intérieur de l'Ukraine, il y a 5 millions de citoyens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Ils ont besoin de logements, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin d'infrastructures. L'économie ukrainienne peut, elle doit marcher. Aujourd'hui, vous savez, on peut reconstruire une école en 40 heures. C'était démontré d'ailleurs par un Français, entrepreneur, qui s'appelle Jean-Christophe Bounis. Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, il est fondateur d'une organisation qui s'appelle Team for UA. Il a construit cette école en 40 heures seulement à Lviv. On peut le faire en imprimant, en fait, en 3D. On peut le faire dans d'autres régions de l'Ukraine qui accueillent des populations déplacées. On peut le faire maintenant. On peut le faire aussi dans les régions détruites plus tard, après la libération. Et vous savez, les femmes ukrainiennes, elles sont là pour aider. Elles assurent l'éducation, elles font tourner l'économie, elles travaillent dans les administrations, elles travaillent dans les hôpitaux, elles s'occupent de la culture. Et puis, ce sont des femmes qui témoignent. Quand nous venons dans les territoires déoccupés, on y retrouve surtout et avant tout des femmes qui parlent. Elles apportent le borsch, des photos, elles s'installent, elles pleurent, elles nous cassent tout le timing de notre voyage et elles parlent. Il nous en faudra des femmes qui parlent pour les tribunaux qui mettra la fin à l'impunité de l'agresseur un peu plus tard. Victoria Amelina, notre amie écrivaine de 37 ans qui a été tuée par le missile russe à Kramatorsk, collectait les témoignages de femmes dans les territoires déoccupés. Elle le faisait pour l'organisation qui s'appelle Truth Hounds. Je lirai donc, pour terminer mon discours, un des poèmes de Victoria, un poème documentaire, traduit par mon collègue français Alexis Odonnet. Ce poème s'intitule « Témoignage ». Dans cet endroit étrange, seules les femmes témoignent. L'une me parle d'un enfant disparu. Deux parlent de ceux torturés dans la cave. Trois disent qu'elles n'ont pas entendu parler de viol et détournent le regard. Quatre évoquent les cris venant du poste de commandement. 5 parlent de ceux abattus dans la cour. 6 disent quelque chose, mais on ne peut rien discerner. 7 continuent à compter à haute voix les réserves de nourriture. 8 affirment que je mens et qu'il n'y a pas de justice. 9 parlent entre elles en se rendant au cimetière. J'y vais aussi, car je connais déjà tout le monde ici. Et tous ces morts sont mes morts. Et toutes les survivantes sont mes sœurs. 10 parlent d'un homme survivant. Lui aussi a été emmené. Il pourrait être témoin. Je frappe à sa porte. Mais c'est une femme, sa voisine, qui ouvre. Elle parle pour lui. C'est seulement une illusion qu'elle ait survécu. Va-t'en, parle aux femmes. Poème, témoignage, Victoria Amelina, tuée le 27 juin 2023. Mémoire éternelle. Merci de votre attention. Merci à vous, Madame Ogarkova, pour ce témoignage. Avant d'effectuer notre premier tour de table, je vous suggère d'écouter Monsieur Christian Preda. Vous êtes, Monsieur Preda, docteur en études politiques à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Vous êtes professeur à l'Université de Bucarest, ancien secrétaire d'État et ancien député européen. Votre propos portera sur les guerres dans les États ex-communistes et l'élargissement de l'Union européenne. Monsieur Preda, je vous cède la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. Je suis content de revoir les membres de l'APF. Monsieur le Président, je le dis en tant qu'organisateur du sommet de la francophonie de 2006.
et ensuite en tant qu'ex-député européen. En 2010, j'ai demandé l'affiliation du groupe informel que j'avais constitué au Parlement européen avec les francophones à l'APF, donc c'est un plaisir de vous le voir. Difficile de parler après un tel témoignage. Moi, je commence avec un témoignage un peu plus, moins émotionnel. Je viens en effet d'un pays ex-communiste qui a été aussi membre du Pacte de Varsovie entre 1955 et 1991. Aujourd'hui, comme vous le savez, la Roumanie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Comme elle, 10 autres pays ex-communistes sont membres de l'Union européenne. Les 4 États Visegrad, du groupe de Visegrad, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Les 3 Baltes, 2 ex-pays yougoslaves, la Slovénie et la Croatie, et bien sûr nos amis bulgares. Comme la Roumanie aussi, 13 autres pays ex-communistes sont membres de l'OTAN. Les mêmes 10 que je viens d'indiquer comme membres de l'Union européenne, et aussi 2 autres pays ex-yougoslaves, le Monténégro et la Macédoine du Nord, et aussi l'Albanie. Ces 2 élargissements de l'Union européenne et de l'OTAN ont modifié profondément non seulement la taille, mais aussi la nature de ces 2 entités, l'Union européenne et l'OTAN. L'OTAN est passée de 16 pays membres en 1989 à 31. La Finlande a aussi rejoint l'organisation en 2022. L'Union européenne est passée à son tour de 12 pays membres en 1989 à 28 en 2013. Car en dehors des 11 pays ex-communistes que j'ai mentionnés, elle a aussi inclus en 1995 l'Autriche, la Suède et la Finlande, et aussi en 2004 Chypre et Malte. Mais la contribution des pays ex-communistes fut déterminante. 14 sur 15 nouveaux pays pour l'OTAN, 11 sur 16 nouveaux pays dans le cas de l'Union européenne. Ces élargissements ont été faits dans ce qu'on pourrait appeler la période de l'entre-deux-guerres. Il s'agit en effet exactement de la période qui sépare la fin de la guerre en ex-Yougoslavie et respectivement le début de la guerre en Ukraine en 2014. 1999-2014, c'est le nouveau entre-deux-guerres. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les pays ex-communistes membres de l'Union européenne ont été tout d'abord acceptés comme membres de l'OTAN, avec des décalages temporaires pour la plupart. 3 de ces pays, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, ont eu 5 ans de décalage parce qu'ils furent acceptés à l'OTAN en 1999 et à l'UE en 2004. Un pays a eu 4 ans de décalage, la Croatie, membre de l'OTAN en 2009, membre de l'Union en 2013. 3 ans de décalage pour la Roumanie et la Bulgarie, entrée à l'OTAN en 2004, à l'Union européenne en 2007, et seulement quelques mois de décalage pour 5 pays, les 3 Baltes, la Slovaquie et la Slovénie. Les 3 pays ex-communistes qui sont membres de l'OTAN sans être membres de l'Union sont tout de même des pays candidats. Je rappelle les années. L'Albanie, qui est entrée en 2009 à l'OTAN, est candidate à l'Union européenne depuis 2014 et n'a pu ouvrir malheureusement les négociations qu'il y a une année. Donc un fort décalage entre le moment de la candidature et le début effectif des négociations. Le Monténégro, entré en 2017 à l'OTAN, fut candidate entre 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc elle a ouvert les négociations en 2012, bien avant les Albanais. Bien avant également la Macédoine du Nord, entrée à l'OTAN en 2020, candidate à l'Union européenne en 2005, ouverture des négociations 2022. Il y a de l'autre côté d'autres pays ex-communistes qui ne sont pas membres ni de l'OTAN
ni de l'Union européenne. En ex-Yougoslavie, tout d'abord, il y a la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Et aussi en ex-URSS, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie. Certains de ces pays n'en veulent pas de l'OTAN. Il s'agit de la Serbie, grâce à l'influence russe dans ce pays. Il s'agit de la Bosnie-Herzégovine, notamment à cause de la Republika Srpska et de l'influence qu'exerce Belgrade sur Banja Luka. Il s'agit également de la Moldavie, qui a inscrit dans sa constitution la neutralité. Il s'agit également de l'Arménie, qui fut jusqu'à très récemment sous une protection russe qui s'est avérée une illusion. La Géorgie et l'Ukraine, par contre, ont voulu être membres de l'OTAN et en 2008, ils ont échoué dans leur candidature. Ce fut un moment décisif pour non seulement ces deux pays, mais pour la sécurité en Europe. Parce que si l'Ukraine et la Géorgie avaient été acceptés en 2008 comme membres de l'OTAN, ni l'agression de 2008 en Géorgie, ni l'agression contre l'Ukraine qui commençait en 2014 n'auraient pu avoir lieu. La Moldavie et l'Ukraine sont devenus pays candidats à l'Union européenne en 2022 et s'apprêtent à recevoir l'invitation pour commencer des négociations. Justement, ces jours-ci, c'est une question d'actualité. Pour résumer et alimenter, si possible, notre débat, je me permets d'affirmer que la guerre en ex-Yougoslavie a facilité l'entrée de la plupart des pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est la peur de la guerre qui a inspiré finalement l'intégration. Est-ce que la guerre en Ukraine fera-t-elle autre chose? Laissera-t-elle en dehors de l'OTAN les pays sous agression russe comme la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie? Ou va-t-elle créer un autre type d'effet, des pays intégrés en l'Union européenne, mais sans passer par l'OTAN? Peut-on, autrement dit, imaginer une politique d'élargissement de l'Union européenne sans protection militaire de l'OTAN? Juste après la chute du mur de Berlin, ceux qu'on a appelés les transitologues parlaient des pays ex-communistes pour définir le double enjeu des transitions. Et ce double enjeu des transitions était lié au passage de l'économie planifiée ou collectiviste à l'économie de marché et respectivement du passage d'un régime de partis monopolistiques à un régime de pluralisme constitutionnel selon les mots célèbres de Raymond Aron. Donc, aspect économique et aspect politique des transitions. Ce qui frappe, c'est que l'aspect sécuritaire, l'aspect de protection militaire n'était pas pris en compte par les transitologues. Autrement dit, le passage du pacte de Varsovie à l'OTAN n'était pas évident, même si, paradoxe, en 1989, c'est la fin de ce qu'on a appelé la guerre froide. Mais est-elle vraiment terminée, cette guerre froide? Le comportement de la Russie durant la guerre en ex-Yougoslavie et son agression contre la Moldavie, la Géorgie et surtout l'Ukraine nous oblige à repenser la dimension sécuritaire de la transition. Et j'en termine en disant qu'il faut savoir agir au bon moment. J'ai rappelé l'erreur capitale faite par l'OTAN en 2008 concernant la Géorgie et l'Ukraine. J'espère bien que l'Union européenne ne fasse pas une erreur pareille. Merci beaucoup de votre attention. Au nom de l'ensemble des participants, je vous remercie, Monsieur Preda. C'est au tour de chacune et chacun d'entre vous à exprimer à présent un point de vue, soit en interrogeant l'un de nos intervenants, soit en apportant une contribution plus personnelle. Sont inscrits à ce stade pour la prise de parole d'abord
la section du Kosovo. Et je pense que c'est Dimal Bacha qui exprimera le point de vue de la section. Il sera suivi par Sona Gazarian pour l'Arménie et par David Tsongulashvili pour la Géorgie et enfin par Atidze Konomi pour l'Albanie. C'est bien ça? Je n'ai omis personne. Mathieu Dalle pour la section Belgique. Nous avons notre collègue de Jersey également, notre collègue ukrainienne. Viviane, vous me suivez? Notre collègue roumain, notre collègue français, notre collègue chypriote et notre collègue de la Macédoine du Nord. Bien, compte tenu du nombre d'intervenants, je vais vous demander de comprendre que je devrais baliser un peu le temps de parole. Donc, si vous vous autodisciplinez, le travail en sera d'autant facilité. Je vous remercie. À vous, mon cher Dimal. Alors, merci beaucoup, Monsieur Luperto. Monsieur Psylantis, merci beaucoup, chers collègues grecs, merci, c'est vraiment gentil, ça fait plaisir d'être à Athènes, chers collègues. La guerre en Ukraine n'est pas simplement une question territoriale, mais elle constitue un indicateur clair de défis en matière de sécurité sur le continent européen. L'éclatement de ce conflit a révélé des vulnérabilités sérieuses dans la structure de sécurité de l'Europe. L'influence de la Fédération de Russie dans la région a considérablement accru les défis auxquels sont confrontés les États membres de l'Union européenne et au-delà, notamment dans le domaine de la sécurité nationale et énergétique. La crise en Ukraine n'est pas seulement un conflit territorial, mais aussi une confrontation d'idées, de valeurs et de rêves pour l'avenir. La guerre en Ukraine n'est pas simplement un conflit local, mais une guerre qui a un impact direct et indirect sur la stabilité et la sécurité de tous les continents et le monde entier. À cause de la guerre en Ukraine, l'Europe est aujourd'hui confrontée avec une crise énergétique, avec des crimes de guerre, avec les problèmes d'immigration, avec des problèmes de prix élevés, mais aussi avec des graves violations des droits de l'homme. C'est pour ça, je pense qu'il est extrêmement important que l'Europe soutienne l'Ukraine dans sa juste lutte, car l'échec de l'Ukraine est l'échec de nous tous. Une victoire de la Russie en Ukraine n'a fait qu'accroître son appétit de pénétrer en Europe et en même temps accroître son influence pour déstabiliser les autres pays européens. En conclusion, cette guerre en Ukraine est la tentative de mettre en danger la stabilité dans tous les pays d'Europe et nous devons en tirer une leçon difficile mais importante, que la paix, la liberté et la démocratie doivent être préservées, renforcées et défendues chaque jour. C'est une responsabilité qui incombera à nous tous en tant que représentants des États et citoyens de l'Europe. Merci pour votre attention. Merci à Dimal Bacha qui a été exemplaire dans le respect du temps de parole. Je vais à présent céder la parole à l'Arménie, à Sona Gazarian. J'indique simplement à ceux qui souhaiteraient intervenir de leur banc qu'ils peuvent le faire. Je sais que nous sommes des parlementaires et que nous aimons venir à la tribune, mais ceux qui souhaiteraient intervenir de leur banc sont évidemment libres de le faire. Madame Gazarian, vous avez la parole. Merci. Monsieur le délégué régional Europe, chers collègues, Madame et Messieurs, tout d'abord, je veux remercier chaleureusement le Parlement et la section grecque pour la meilleure organisation de la présente session de l'Assemblée régionale Europe. Chers collègues, aujourd'hui, nous discutons de la guerre qui a éclaté au cœur de l'Europe et qui a de terribles conséquences humanitaires. La guerre en Ukraine a évidemment bouleversé le monde qui est actuellement confronté à des événements et des transformations géopolitiques difficiles, qui ont à leur tour des conséquences pour les nombreux pays.
Je crois que ce processus a débuté 2 ans avant de la guerre en Ukraine, où le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan a lancé une agression contre le Karabakh. 2 ans après, le 19 septembre 2023, l'agression militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh a succédé au désastre humanitaire engendré par le blocus de 10 mois de Haut-Karabakh. Cette agression visait clairement de déportation définitive des Arméniens de souche de la région. Puis, en quelques jours, plus de 100 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer et de chercher réfugiés en Arménie. Nos sœurs et frères déplacés de force de Haut-Karabakh sont au centre de l'attention de notre gouvernement qui a lancé un certain nombre de programmes de soutien pour soutenir les personnes déplacées de force de Haut-Karabakh. J'attire également votre attention sur le fait qu'au cours des 3 dernières années, l'Azerbaïdjan a continuellement attaqué le territoire souverain de la République arménienne et n'accepte désormais de participer à la méditation de l'Occident. Cette année, lors de la réunion en 5 prévue à Granada, avec la participation de Charles Michel, président du Conseil Europe, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Premier ministre d'Arménie Pachinian et président azerbaïdjanais Aliyev, la signature du texte de la déclaration à 5 était prévue. Le document abordait l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, comme avait été indiqué précédemment dans les déclarations du président Michel avant. L'autre principe de ce document, c'est la démarcation des frontières sur la base de la déclaration d'Almaty, qui devrait être basée sur les dernières cartes d'état-major de l'USSR. Le 3e principe, également fixé dans cette déclaration, fait référence au déblocage des infrastructures qui devraient avoir lieu dans le plein respect de la souveraineté et la juridiction du pays, ainsi que sur la base des principes d'égalité et de réciprocité, que nous appelons carrefour de paix. Évité par l'Azerbaïdjan de ces négociations nous inquiète trop et comporte de nombreux dangers, comme le risque d'une autre attaque contre l'Arménie. Chers collègues, malgré un contexte international particulièrement compliqué et tendu, les États européens ne peuvent se désintéresser d'un conflit qui, tôt ou tard, va impacter notre valeur démocratique et culturelle. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Madame Gazarian. J'appelle à présent David Songolashvili pour la Géorgie. Rédigé le premier projet qui a été discuté au Conseil de sécurité pour l'Ukraine. Le nouveau rôle de l'Albanie concerne l'organisation interne du Conseil de sécurité dans le fonctionnement des groupes et des sous-groupes. L'Albanie au Conseil a fait preuve de détermination en dirigeant le Conseil avec plusieurs résolutions pour l'Ukraine. Elle est au hauteur avec les États-Unis de la première bouche pour résoudre les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Lors de la conférence du Conseil de sécurité sur la préservation de la paix et de la sécurité en Ukraine, l'Albanie a condamné l'organisation de référendums illégaux par la Russie en le qualifiant de violation fausse et flagrante de la souveraineté de l'Ukraine. Ces faux référendums constituent une nouvelle violation flagrante de l'indépendance et de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi qu'une grave violation de la Charte des Nations Unies. Bien qu'on soit un nombre temporaire, l'Albanie a clairement montré sa contribution au Conseil de la sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'un des événements les plus importants qui s'est tenu à Tirana était le sommet de 6 décembre 2022 où étaient présents de plusieurs dirigeants européens
Monsieur Charles Michel, président du Conseil européen, Madame Ursula von der Leyen, président du Parlement européen et des représentants des États membres de l'Union européenne et des membres du Conseil. Plusieurs accords ont été signés au cours du sommet, tandis que les discussions portaient sur des questions telles que l'agression russe en Ukraine, l'intensification des politiques de l'Union, la mise en œuvre de voies vertes dans les Balkans occidentaux, l'intégration et les progrès des pays des Balkans occidentaux. Au nom de la délégation albanaise, permettez-moi de terminer en exprimant ma sincère gratitude au Parlement hellenique et à Kiev pour l'organisation de ces sessions et pour l'hospitalité et l'engagement exceptionnel. Merci à votre attention. Merci à la collègue Konomi.